Ça va avec vous pour un 12e épisode de la balado. Ça a été très chaotique cette semaine, l'enregistrement. Oh, vous allez l'entendre tantôt. On a Antoine Casgrain et Godefroy Lorando comme chroniqueurs. Il devait avoir Gabriel Brassard-Lecourt de Pivot, mais malheureusement, au moment où on devait enregistrer son segment, le matin, j'ai reçu un courriel du CPE du Petit-Miville pour nous dire qu'ils étaient en bris de service et qu'il allait manquer d'éducatrices. Donc, ils nous demandaient si c'était possible de garder les enfants à la maison. Alors, je me suis arrangé avec mon amoureuse qui, elle, enseigne toute la journée. Bon, alors ça se peut que vous allez peut-être l'entendre. Là. Il est en bas présentement. Puis il joue du ukulélé beaucoup trop fort. Il fait du rock avec du ukulélé. Et en plus, cette semaine, j'ai eu des problèmes avec mon équipement et informatique et ma console. Et vous allez l'entendre, c'est ça. Au début de la chronique d'Antoine et de Godefroy, ça va, là, mais ça n'a pas été fluide comme semaine. Alors voilà, Gabriel Brassard-Lecourt, on va l'entendre la semaine prochaine. On s'est arrangé au prochain épisode. Alors, c'est ça. Je vous laisse tout de suite parce que là, il y a Miville qui est juste à côté de moi qui vient de remonter du sous-sol. Puis il va sûrement vouloir venir s'immiscer dans cet épisode. Hey! Bon épisode tout le monde. Troisième prise, Antoine Casgrain. Bonjour Fred. Godefroy. C'est rare que ça arrive, ça. Hey, la carte SD a planté. En fait, ça a été une semaine sous le signe de la technologie. C'est du gros caca. Mm-hmm. J'ai eu des problèmes avec mon cloud Apple. J'ai eu des problèmes avec mon logiciel de montage Premiere Pro. Et là, on enregistre. Une première fois, les extraits se mettent à bugger sur une console. C'est physique, là. La console, c'est pas dans un cloud. Et là, on refait la chronique. Ça semble avoir fonctionné. J'arrive pour essayer de la transférer sur mon ordi. Finalement, ça n'a pas enregistré. Alors, c'est la troisième prise. Merci. C'est une chronique d'1h30. C'est une chronique très, très longue qui est passionnante. Vous allez la réentendre, mais là... Le courage du chroniqueur. Eh boy, oui. Antoine Casgrain, vous êtes nouveau chroniqueur. Vous avez été conseiller pendant 9 ans à Québec solidaire. Vous êtes sociologue. Vous connaissez bien l'Assemblée nationale. Et là, bon, il y a toute cette affaire à Arun-Boisy. Vous m'avez proposé ce sujet-là. Je vous ai trouvé très courageux. En même temps, on n'en avait pas parlé encore ici parce que j'aime toujours prendre un pas de recul et ça a tellement été un sujet où tout le monde de la sphère médiatique a commenté à chaud. Oui, je l'ai fait pas nécessairement avec plaisir. C'était un moment plutôt désagréable. Quasiment, je me suis demandé pourquoi j'avais proposé ça. Évidemment... je dois le dire, oui. Vous m'avez même écrit pour dire « ça se peut que je change » parce que j'ai trouvé ça difficile. Effectivement. Difficile, évidemment. Bon, j'étais à Québec solidaire il y a encore 6 mois à l'Assemblée nationale, donc c'est des anciens collègues. C'est des gens que je vois aujourd'hui en déroute et attaqués de toutes parts par la sphère médiatique. Mais au-delà de ça, je pense qu'on est passé à côté d'un débat important pour le Québec, un débat de société qu'on aurait dû avoir et que nous n'avons pas eu. Ce qu'on a vu et entendu, c'est plutôt une séance de lynchage politique en bonne et due forme contre Arun-Boisy. Et médiatique. Et médiatique, bien sûr, mais surtout médiatique, de la part du commentariat, des opinologues. Ouais. On va aller écouter vous m'avez soumis quelques extraits, je les ai mis dans le filage. Je me suis permis de mettre aussi une bande sonore de circonstances. On va aller écouter ça. C'est honteux, c'est scandaleux et c'est disgracieux. Il contribue à la non-intégration des nouveaux arrivants au Québec et au Canada. Il contribue à la guillotisation en essayant de convaincre les nouveaux arrivants qu'ils ne sont pas bienvenus. Et là, je choisis mes mots, que ce soit bien clair. C'est digne de Adil Sharkawi. Cette construction de la victimologie raciste est un des facteurs qui nuisent au vivre ensemble et M. Arun-Boisy nous montre qu'il est un des agents de la déconstruction du vivre ensemble. On se casse le cul pour que le Québec soit ouvert à tout le monde. On accepte plus que ce qu'on est capable de prendre. Puis encore là, tu as des élus, un élu de l'Assemblée nationale qui vient nous cracher au visage. Donc, ça dépasse Arun-Boisy. C'est Québec solidaire et son œuvre au cours des 10 dernières années. Je ne mettrai pas la période Françoise David, Amir Kadir là-dedans, mais depuis le changement de garde, c'est vraiment un ras-le-bol de la population vis-à-vis le wokisme.
Voilà. Alors, ça va pas arriver souvent que vous allez entendre Benoît Dutrisac et Mozart dans le même segment audio. Je me demande pourquoi Gaétan Barrette commente encore l'actualité. Lui, qui son principal fait d'armes, c'est d'avoir détruit le système de santé. Ça a été. Là vous nous avez offert le meilleur de ce que vous avez entendu. Bien sûr, c'était une sélection. Pour revenir sur Gaétan Barrette, je pense que c'est un bon orateur et débatteur. Moi, des fois, j'avais beaucoup de plaisir à l'entendre en commission parlementaire. Mais ceci dit, je pense que ça illustre ce qu'on voit, la composition du commentariat médiatique au Québec. Oui, c'est souvent des ex-politiciens. Et Québec solidaire n'a pas beaucoup d'ex-politiciens. Non, pas Amir Kadir. Pour faire partie à part Amir Kadir, qui était le seul d'ailleurs à prendre la défense d'Arun Boisy et ces commentateurs-là, malgré toute la neutralité et la rigueur qu'ils essaient d'avoir, souvent défendent encore de manière partisane les idées ou les partis d'où ils proviennent. De leurs anciennes formations, voilà. Tu sais, ce qu'on a entendu comme extrait, ce n'est pas tout. Il y a eu également à l'Assemblée nationale une séance d'émotion où pendant une demi-heure, les différents partis se sont alternés pour blâmer, démolir les propos, démolir la personne d'Arun Boisy. C'était très difficile aussi à entendre. On sent, Antoine Casgrain, on sent que, parce que là, on a dit qu'Arun Boisy avait de la maladresse dans ses propos, tout ça. On a vraiment l'impression qu'il y a 2 poids, 2 mesures pour ce qui est de la maladresse. Des gens comme Jean Boulet peuvent dire que 80% des immigrants sont des paresseux et on va soit dire que oui, il est allé trop loin ou être d'accord, mais on va pas... cette maladresse-là va être acceptée. Arun Boisy, il n'y a aucune marge de manœuvre. Tout à fait, là, malgré effectivement qu'on peut critiquer la manière dont il l'a dit, les exagérations. Souvent, les politiciens sont dans l'exagération, je dirais même tout le temps. Quand PSPP dit, par exemple, l'immigration va nuire au taux de natalité, qui est une affirmation qui est scientifiquement fausse puis qui est appuyée par personne qui l'a repris. Il n'y a pas de maladresse, là, c'est pas grave. Et effectivement, je pense qu'il y a eu 2 poids, 2 mesures, puis ça démontre dans le fond, qu'il y a certains débats qu'on peut avoir et d'autres débats qu'on ne peut pas avoir dans l'espace public, puis même certaines fautes que certains députés ont eues par le passé. Je pense à Pierre Paradis, qui était accusé, par exemple, d'avoir détourné des fonds reconnus par la commissaire à l'éthique pour l'achat du condo de sa fille. On se rappelle de Jerry Sklavounos, qui avait été accusé d'agression sexuelle alors qu'il était député. Sur Alice Paquet. Exactement. Puis, et aussi Pierre Fitzgibbon, évidemment, qui a eu maille à partir, plusieurs manquements éthiques. Pierrot l'éthique. Mais aucun de ces députés-là qui avaient commis des fautes, ce n'était pas juste discursives, on va dire, n'ont pas eu droit à un tel tribunal de l'Assemblée nationale. Tout à fait. Et si on le prend d'une autre perspective, est-ce qu'il y a d'autres débats dans lesquels on peut aller dans les épithètes ou aller très fort? Et un de ces débats-là, moi, je pense, oui, c'est le féminisme, entre autres. Par exemple, Françoise David, qui est également de Québec solidaire, en 2015, je me rappelle bien, c'est l'automne où je suis rentré à l'Assemblée nationale, eh bien, Françoise David avait traité le gouvernement Couillard de sexiste. Ah ouais? Oui, elle avait dit même aussi que le budget qu'avait fait le ministre des Finances était contre les femmes. Et puis ça, je me rappelle, ça avait généré quand même un malaise. Il y a des députés qui n'avaient pas aimé ça, ils trouvaient qu'elle exagérait. Quelques chroniqueurs avaient aussi mentionné qu'il y avait une exagération. Mais ça n'a jamais pris de proportion comme pour parler de l'affaire David, comme on a parlé de l'affaire Arun Boisy. Donc le racisme, c'est encore un sujet extrêmement Je pense que c'est un... Plus que le sexisme en 2015. Encore aujourd'hui, en septembre dernier, par exemple, Jocelyne Richer, une journaliste de la presse, a interviewé plusieurs femmes qui avaient eu des parcours difficiles en politique. Est-ce que c'est quand Marois Risky avait annoncé qu'elle quittait parce qu'elle trouvait ça trop difficile avec ses enfants? Je pense que c'était à la même époque. Ben, je pense que c'était deux événements séparés, mais effectivement, on est capable d'avoir des discussions sur la parité homme-femme en politique, mais des fois, des mots très durs. Là. Je reprends quelques mots dans l'article de la presse. On parlait que l'Assemblée nationale est un monde d'hommes fait par les hommes et pour les hommes, qui était rempli de boys clubs, qui avait du mansplaining, de la misogynie. On ne se gêne pas pour utiliser des termes très forts, probablement des fois un peu d'amalgame, pour dénoncer certaines réalités qu'on voit dans notre monde politique. Et je pense que sur la question du racisme, de la xénophobie, l'intolérance religieuse, on est dû pour avoir des conversations similaires. C'est drôle, Antoine Casgrain, parce qu'on entend souvent ça de la bouche de gens qui veulent dénoncer l'immigration, qu'il faut avoir ces discussions difficiles. Paul Saint-Pierre Plamondon l'utilise souvent ça
Moi, je veux qu'on en parle d'immigration parce qu'il y a des discussions difficiles qu'il faudra avoir. C'est un peu ce qu'Haroun Boisy a essayé de faire, une discussion difficile. Le backlash a été hors proportion. Oui, tout à fait. Ce qu'essaie de faire Haroun Boisy, puis là, après ça, on peut critiquer la manière qu'il le fait, mais dans le fond, c'est de dire que la manière de parler d'enjeux d'immigration, il y a un devoir d'exemplarité et il faut faire attention de ne pas créer des catégories, des stéréotypes, des préjugés qui vont alimenter sur la place publique que certains groupes sont responsables, sont à blâmer pour certaines causes de la société. Là, c'est pas remettre en question que, par exemple, il y a eu une explosion, puis ça, c'est un fait économique. Il y a eu une explosion de la population au Québec qui est la plus grande depuis le baby-boom, ça depuis 3 ans. Mais là, il faut le dire, c'est pas non plus depuis 10 ans, c'est pas depuis 20 ans. Je veux dire, dernièrement, il y a eu effectivement peut-être un laisser-aller qui pose des questions, par exemple. Si on fait rentrer des gens qui travaillent dans nos industries, qui travaillent dans nos CHSLD, est-ce qu'ils ont des logements? Est-ce qu'on le prévoit? Est-ce qu'on le prévoit? Est-ce qu'on le planifie? Est-ce qu'on le construit? Est-ce qu'il y a certaines classes d'immigrants qui sont du domaine de la construction, qui ont des métiers de la construction? Il faudrait aussi embaucher, par exemple, pour aider la crise du logement et construire plus. Ces questions-là sont souvent esquivés par des propos, et on préfère des propos plutôt alarmistes, des menaces sur la nation, sur la survie du français. Parce qu'il va en avoir des déplacements de population, il y a un réchauffement climatique. T'sais, nous, on est dans une position privilégiée, on est dans l'Amérique du Nord, mais on a un système économique qui a beaucoup profité de l'appauvrissement des pays du Sud. Moi, je pense que même moralement, on a le devoir d'accueillir ces gens-là et de le planifier. Puis je finis cette parenthèse-là, mais Martin Maltais était venu l'année passée parler de la mauvaise planification des gouvernements par rapport à la population scolaire. Puis il disait, on est en retard. Puis c'est même pas une question d'immigration, là. On a rarement les bons chiffres pour évaluer nos besoins en école, puis on se fait toujours avoir parce qu'on n'est pas capable. Puis c'est ça qu'il va falloir faire avec l'immigration. Faut arrêter d'avoir un discours de « il y en a trop », mais comment on peut mieux planifier, parce que c'est une richesse. La fenêtre d'Overton a bougé, en tout cas, oui, effectivement. Au niveau de l'immigration. Effectivement, on l'avait expliqué dans notre première chronique, vous n'aurez pas. Mais la fenêtre d'Overton... La première prise! Je pense que c'est un concept, puis là, on veut aller peut-être plus en profondeur pour comprendre l'actualité. Et je pense que c'est un concept qui explique bien ce qui s'est passé dans les 2 dernières semaines. C'est-à-dire, il y a des choses qu'on peut dire et des choses qu'on ne peut pas dire. Salutations à Jonathan Durand-Folco. C'est lui qui l'a... Bon, c'est un concept qu'on connaît depuis longtemps, mais il l'a repris dans le Devoir et l'article a circulé. Oui, et Overton est un politologue des États-Unis qui n'était pas particulièrement de gauche, qui était plutôt dans un think tank conservateur, mais qui... la fenêtre d'Overton, ça désigne dans le fond l'éventail des idées et discours qui sont considérés à un moment de l'histoire, une conjoncture politique, comme étant acceptables. Dont on peut faire l'objet du débat politique. Et ça bouge, cette fenêtre-là, selon les époques. Et effectivement, pour prendre un exemple encore du féminisme, lorsqu'il y a eu la tuerie de la Polytechnique, en 90, 91? 89. 6 décembre 89. À ce moment-là, on ne pouvait pas dire que cette tuerie-là, dans les médias, très peu de personnes s'aventuraient à dire que c'était un acte misogyne contre les femmes, antiféministes. Alors qu'il y avait toutes les preuves, il y avait même quelque chose qui avait été laissé par le tireur, un écrit. Une note. Alors qu'aujourd'hui... C'est vrai, Francine Pelletier nous en avait parlé de ça. C'est Francine Pelletier qui avait essayé, comme journaliste à l'époque, de le dire, de le spécifier, et elle se fait dire par tous ses collègues, et les féministes de l'époque, la Fédération des femmes aussi, se faisaient tout le temps répondre, non, n'allez pas là, il faut pas... ça va attiser la guerre entre les hommes et les femmes, puis ça va comme donner une mauvaise image. Et je pense qu'on est aujourd'hui plus là sur les questions hommes-femmes. Mais cette fenêtre d'Overton-là, elle montre que certains débats au Québec, on ne peut plus les avoir. Donne un exemple. En immigration, les politiciens disent des choses aujourd'hui qui seraient impensables. Tout à fait. Il y a 10-12 ans. Vous nous avez amené un extrait. Oui, j'ai fait un extrait. On a parlé, entre autres, la DPJ. Oui, l'immigration. La CAQ avait utilisé ça pour détourner le débat. Madame la Présidente, revenons sur ce qui se passe à la DPJ. Il y a une explosion de la demande à cause de la pandémie, à cause de la drogue, pas à cause de l'explosion du nombre d'immigrants temporaires. Rappelez-vous, la CAQ, on était les seuls à dire « faut réduire le nombre d'immigrants, il faut en prendre moins, mais en prendre soin ». Madame la Présidente, tout à coup, le PQ se réveille, puis il se rallie à la CAQ en disant « faut réduire de moitié le nombre d'immigrants temporaires ». Wesh. C'est quelque chose, là. Drogue. En fait, quand François Legault parle de ces sujets-là, j'ai toujours un peu honte que ce soit notre premier ministre
Mais le problème, c'est l'accumulation. Il parle tout le temps. Lui et peut-être aussi un autre parti, c'est le Parti québécois, parle souvent de l'immigration de manière négative en accolant des choses comme drogue, criminalité. Et on parle jamais de manière positive. Jusqu'à dire qu'ils construisent une image de l'autre comme ça? Tout à fait. Ben, ça fait partie... Même la fenêtre bouge dans la balado. Effectivement, je veux dire, on a aujourd'hui très rarement des discours qui vont parler des côtés positifs. On se rappelle en pandémie comment les personnes demandeuses d'asile ont été dans notre système de santé alors qu'on avait vraiment besoin d'eux. Alors que d'autres infirmières se sauvaient de certains CHSLD au début de la pandémie. En 2020, 2021, le gouvernement les aimait, surtout au début. Et lorsqu'il est arrivé... Après les remerciements, le temps de régulariser le statut pour qu'ils puissent rester de manière permanente, ça a été la meilleure manière de les remercier, de l'immense effort qu'ils ont fait durant la pandémie. Ben là, le gouvernement Legault a resserré la vis et s'est battu pour qu'il y ait le moins possible de gens qui obtiennent un statut permanent. Et la DPJ fait les manchettes depuis 20 ans, 25 ans sur ces problèmes structurels, ces problèmes systémiques. Et là, soudainement, l'immigration devient une cause des problèmes de la DPJ. Et je pense qu'il y a un autre dossier sur lequel, qui est très important de parler, c'est toute la question de l'islam et l'islamophobie au Québec. Encore une fois... Mais c'est sûrement pas étranger, Antoine. Haroun Bouazi s'adressait à une association du Maroc, de gens d'origine marocaine. Bon, je pense que ça jouait aussi le côté, l'amalgame musulman, islam radical. On est toujours là-dedans quand on parle dans les médias souvent de ces enjeux-là. Tout à fait. Je pense qu'il y a de ça. Définitivement. Je pense qu'aussi Haroun a une manière de parler qui est très frontale. Il a une formation politique en Europe. Il suit beaucoup ce qui se passe dans la gauche française. Ce plaisir de discuter. Ce plaisir de discuter, de débattre. Ici au Québec, ça passe moins bien, ça. Non, effectivement. Et où les idées, disons... faut pas qu'ils s'entrechoquent trop, il faut pas qu'ils attaquent la personne. Je pense que certains ont beaucoup associé les critiques sur des attaques personnelles envers les députés. Vous parlez d'islam, Antoine Casgrain. En fait, comment cette composante-là teinte, je pense, le discours médiatique? Je pense que la polémique autour de l'école Bedford en est un bon exemple. Oui, l'école Bedford, il s'est passé, on le sait, des professeurs qui avaient des pratiques pédagogiques tout à fait regrettables, condamnables même. C'est très grave ce qui s'est passé. On a mis rapidement la faute sur la religion des professeurs qui est à l'école Bedford. On peut même entendre un extrait ici de François Legault. Au moment où on doit débattre d'un sujet qui touche toutes les sociétés aujourd'hui, le risque qu'il y ait des concepts religieux islamistes dans nos écoles, tout ce qu'a trouvé de bon à dire le PQ, c'est de déposer une motion pour abolir le financement des écoles privées de tradition catholique. Comme s'il fallait mettre au Québec dans le même panier l'islamisme et la religion catholique. C'est gênant. Godefroy, vous qui êtes Brébeuvin, là, est-ce que ça vous a heurté, ça? Moi, quand on fait... Les écoles catholiques... Quand on fait vibrer la corde catholique, là, je me dis... Je deviens défensif, j'ai le goût de me protéger. Je me sens menacé. Non, mais ici, on a un premier ministre qui dit que la laïcité est fort, qui dit depuis qu'il est en poste que la laïcité est un élément fort de son gouvernement, qu'il est fier d'avoir adopté le principe de la laïcité, l'avoir inscrit dans la loi du Québec. Et la première occasion qu'il a, c'est de dire non, mais la laïcité, ça ne s'applique pas aux écoles catholiques, ça ne s'applique qu'au concept islamiste et on va s'en servir pour attaquer. Pour les autres religions. Que notre religion patrimoniale. Puis, si sur l'extrait, en fait, on entend le Legault qui répondait à Paul Saint-Pierre Plamondon, là-dessus, le Parti québécois, il faut le dire, avait une position, je crois, logique. C'est-à-dire, si on parle de laïcité, on va enlever le financement de toutes les écoles. Peu importe la religion. On mais au pouvoir, par exemple, mais bon. En même temps, Plamondon, sur ce cas-là aussi, a renchéri en parlant même d'entrisme religieux. Une accusation très grave. L'entrisme, là, on parle d'une action concertée d'un groupe
pour entrer dans un milieu Voilà. particulier. Ouais. Donc, il y aurait eu une concertation d'un groupe pour se donner Et on n'a aucune preuve de postes. ça. Non, il n'y a pas de preuve. Pour vous en convaincre, moi, je suis retourné au rapport sur l'école Bedford. Oui. Un rapport commandé par le ministre de l'Éducation. Juste pour vous donner un exemple, le Journal de Québec qui résumait ce rapport-là la première journée, donc le premier matin. Qu'est-ce que le Journal de Québec disait? Son titre, c'était « Élèves humiliés et envoyés au mur, 11 enseignants feront l'objet d'une enquête pour climat toxique et incompétence. » Le premier article sur l'école Bedford ne mentionne jamais la religion comme étant un problème important. Et d'ailleurs, le rapport lui-même, que je suis allé voir, vous l'avez dit, dans ses 11 recommandations, aucune recommandation ne traite de religion. Wow, OK. En disant que il ne dit pas que c'est ça le problème. C'est une construction médiatique. Cet angle de l'islam. Et là, je ne dis pas que c'est peut-être pas un problème. C'était probablement un problème pour certains de ces professeurs incompétents et toxiques. Mais le rapport ne dit pas que c'est ça le problème principal. Et même plus, lorsqu'il parle de pratiques religieuses, on parle de prière, par exemple, d'ablution que les musulmans auraient faites en présence d'élèves. Il dit, en somme, peu d'observations ont été rapportées aux enquêteurs en lien avec les pratiques religieuses en présence des élèves. Les événements identifiés ont été gérés par les directions en poste et il ne semble pas y avoir eu de récidive par la suite. Donc, il y a eu un problème de religion, mais la direction de l'école, sur ça, a réagi et il n'y a pas eu de récidive. Ces cas-là, je sais pas, moi je suis pas de l'école Bedford, mais le rapport, il faut quand même se fier au rapport de l'enquêteur officiel. Le rapport du ministère de l'Éducation dit que ces problèmes-là ont été réglés. Mais si vous parlez d'école Bedford à n'importe qui, tout ce que les gens vont retenir, c'est qu'il y avait un problème de musulmans intégristes à cette école-là, parce que c'est ça le principal problème qui a été relayé par les chroniqueurs et les politiciens. Quand on parle de construction de l'autre problématique, c'est un exemple. Je veux dire, c'est assez flagrant. On a écarté les journalistes, les chroniqueurs, les politiciens surtout, pour probablement des gains et faire jouer une certaine fibre de peur. Parce que ça fonctionne. Antoine Casgrain, vous avez été conseiller politique. Si vous l'étiez encore, là, comment on fait quand on est un parti de gauche pour lutter contre ce discours-là? Ben, c'est très difficile parce que le moment politique est un moment partisan, est un moment où on parce que juste Québec solidaire, moi j'ai senti la nouvelle approche très pragmatique, là, GND le met beaucoup de l'avant. La façon qu'ils ont géré l'affaire Boisy, on sentait ce pragmatisme-là. Oui, je pense qu'il y a une tension en ce moment sur la nécessité de parler de ces choses-là, dénoncer la construction de l'autre ou le racisme, la xénophobie, et en même temps l'importance de trouver aussi des sujets qui vont faire fédération, qui vont réussir à additionner les forces du plus grand nombre pour avoir des changements sociaux puis des victoires électorales. Puis un des premiers peut-être enseignements que j'ai eu et que peut-être que je donnerais à un politicien de gauche, c'est peut-être arrêter de faire de la sociologie. Puis je pense que c'est peut-être une erreur. C'est un sociologue qui le dit. Je suis sociologue et ma formation de sociologue a beaucoup servi comme conseiller politique. Je pense que la sociologie nous aide tous les jours à comprendre mieux la société et à agir politiquement. Mais le moment politique, le moment où on fait le discours politique, on va devant les médias, on va au Parlement, il faut tenir compte que la joute politique est une joute de communication, est une joute partisane, est une joute très difficile et ce n'est plus le moment d'expliquer. Si le concept, tu dois l'expliquer, ça veut dire que tu ne peux pas l'utiliser en politique. Et malheureusement, là, on revient encore une fois à la fenêtre d'Overton, c'est-à-dire que pour que des idées qui aujourd'hui sont impensables deviennent avec le temps raisonnables et ensuite peuvent être traduites en politique, en réforme politique, ça prend du temps. Et les politiciens et les politiciennes de gauche, mais ça s'adresse aussi aux dirigeants de nos mouvements sociaux, doivent être stratégiques dans la manière dont ils forment les choses, des revendications qu'ils font. Puis plus concrètement, sur le terrain des luttes, moi, je dois dire que je ne suis pas... les luttes sur le langage, qu'est-ce qu'on a le droit de dire, qu'est-ce qu'on a le droit de ne pas dire, les conséquences que peuvent avoir certains mots sur le langage. Moi, c'est pas ma lutte préférée. Je ne dis pas qu'elle est inutile. Je crois qu'il faut le faire, il faut éviter. Mais on a vu dans les dernières années que la droite s'est appropriée aussi de cette lutte-là. Oui, c'est vrai. Et là, c'est wokisme contre racisme. C'est les accusations croisées. L'importation de la rhétorique des États-Unis qui ont décidé
ah oui, vous voulez faire la guerre du langage? Ben nous, on va vous la faire aussi avec l'anti-wokisme. On va vous dénoncer comme étant nous empêchant notre liberté, nous empêchant de parler. Et je pense que c'est un terrain de lutte à prendre avec droité. Ne pas oublier que si on croit vraiment au racisme systémique, à ce qu'il veut dire, à ce qu'il a dit justement, à ce que les sociologues ont dit du racisme systémique, que la solution était dans le système, que les problèmes d'inégalité raciale sont dans le système économique, entre autres, les inégalités de revenus, dans le système migratoire, on le dit, dans l'accès à l'emploi. Il faut travailler sur, justement, ces systèmes-là. Éventuellement, l'idéalement, c'est trouver, je pense que la gauche, un peu partout dans le monde, hésite encore à faire ça, c'est trouver des revendications qui ne s'adressent pas seulement au langage, qui intéressent les universitaires, les gens qui ont beaucoup de diplômes, qui utilisent le langage dans leur métier, mais utiliser aussi des revendications qui s'adressent au pain au beurre des gens, comment ils vont trouver un logement, comment ils vont se battre contre l'inflation et la hausse des prix. Et l'hypothèse de faire cette stratégie-là, c'est que ça peut fédérer des gens, mettre ensemble dans la rue, dans des combats communs, des gens de plusieurs origines culturelles. Et c'est cette tension-là, on la voit à Québec solidaire. La tension entre ces deux stratégies-là, elle n'est pas facile. C'est pas une synthèse qui est facile, mais il va falloir y arriver. Hey, Antoine Casgrain, merci. C'était passionnant, vraiment. Puis vous avez fait un travail que je n'ai pas eu à faire, c'est-à-dire me taper tous ces chroniqueurs fâchés. Même Patrick Masbourian s'est fâché. Oui! Laissons-le tranquille. Bon, alors, il faut le dire, Antoine Casgrain est parti, il était en colère. Très fâché d'avoir dû reprendre sa chronique trois fois. C'est la première fois que ça arrive. À cause de la science. À cause de la carte SD, je crois. Mais là, ça a l'air de marcher. Vous avez été patient aussi, Godefroy, parce que vous attendez de nous parler. Je suis génétiquement conçu pour être patient, Fred. Oui. C'est une caractéristique que je possède. Et aussi, vous êtes génétiquement... conçu pour l'excellence. Oui, parce que vous êtes, on le rappelle aussi, pour les nouveaux auditeurs, le petit-fils de André Laurando. Ce qui fait de moi une excellente personne. Advienne que pourri. Même si vous l'avez jamais connu. Jamais. Mort en 68, si je ne me trompe pas. Et voilà, Fred. Ouais. Est-ce que vous saviez qu'en ce moment même où on se parle, aujourd'hui le 28 et demain le 29, il y a un forum sur la finance durable à Ottawa? Non, je ne savais pas ça. Et voilà. Et puis, je vous en parle seulement pour une chose, parce que donc, on va parler des fameux critères ESG dont on a déjà parlé Encore? ici. Et oui, ça continue, c'est pas fini, ça, les ESG. Ah. Et j'ai pas mélangé avec EDI. Oui, c'est pas du tout pareil. Non. Et dans le fond, ce que j'ai entendu ce matin à Masbourian, l'émission du matin de Montréal, et c'était un invité qui parlait rapidement de ce que c'était, et il a parlé de si on veut, des finances, du monde de la finance comme étant le réseau sanguin qui alimente l'économie. Okay. Et que les critères ESG sont une façon de réorienter, si on veut, la circulation sanguine pour la twister, pour qu'elle se dirige artificiellement vers des entreprises qui auraient, selon ces critères-là, de meilleures cotes environnementales, sociales et de bonne gouvernance. Une sorte de pancréas. Une sorte de pancréas, peut-être, oui, mais un contrôle de l'alimentation, si on veut, pour jouer un peu avec le capitalisme et pousser, en tout cas c'est la mission, vers ce qui serait moralement mieux, finalement. Et voilà. Et donc, vu qu'on en avait déjà parlé ici, je trouvais ça intéressant et j'aimais cette image là, de l'irrigation économique qu'on peut peut-être altérer, mais évidemment... la tendance en ce moment, c'est plutôt de laisser l'irrigation s'arranger tout seul. Et voilà. Et manger gras. On pourrait peut-être forcer le capital à délaisser les investissements dommageables à long terme. Ouais. Cette idée des fonds ESG, même si je me sens toujours à 2 pas d'être berné sans arrêt, je me dis qu'il y a quelque chose là, de contrôler le capital en imposant des règles par-dessus. Moi, l'idée me plaît. Et de savoir qu'il y a des gens qui en parlent à Ottawa aujourd'hui et demain, ça me fait chaud au cœur. Oui. Est-ce que vous connaissez la compagnie Deep Sky? Dis vaguement quelque chose. Ben voilà, c'est une jeune pousse montréalaise. Investissement Québec a contribué au financement, à la tournée de financement de 75 millions de l'automne 2023 à hauteur de 25 millions. Donc, il y a de l'argent québécois là-dedans. Et elle a été fondée, cette entreprise, par Frédéric Lalonde. Frédéric Lalonde, je le connais. C'est pas un ami, mais disons que c'est le gars qui m'a montré à faire du surf. Ah! Alors, c'est un gars très sympathique, mais qui est surtout
l'homme derrière l'appli qui s'appelle Hopper. Donc, c'est un homme d'affaires. Et là, Hopper permet d'acheter des billets d'avion, d'avoir des informations sur le marché de l'aviation, un marché qui ne m'intéresse pas tant. Et c'est une entreprise qui est valorisée à quelques milliards de dollars. C'est une start-up, non pas Hopper, mais Deep Sky. Ouais. Ce qu'eux autres entreprennent, leur objectif, c'est qu'ils veulent se lancer dans la captation et la séquestration du carbone. Alors, il faut prendre une petite pause parce qu'on en a déjà parlé un peu ici. Nos amis techno-optimistes de Polytechnique en avaient parlé aussi. À ce point-ci, je pourrais comparer ça un peu, puis on va peut-être me le reprocher, mais à l'industrie, finalement, de la production d'hydrogène vert. Oui. C'est-à-dire, on ne peut pas simplement dire, voyons, ça coûte trop cher et ça n'aura jamais une vraie importance. Concentrons-nous plutôt sur réduire la consommation de pétrole, mais ça fera peut-être aussi partie de la solution un jour. Et donc, Deep Sky, eux, ce qu'ils veulent faire, c'est de participer à, finalement, faire reculer l'horloge. L'horloge climatique, c'est-à-dire, même si on fait des gaffes pendant les 30 prochaines années, puis qu'on continue, mais si jamais cette technologie-là devient efficace et pas chère, peut-être qu'on pourra se mettre à séquestrer du carbone et faire reculer la concentration de CO2 et un jour avoir de la neige au Québec et pouvoir patiner. Et donc, on ne peut pas comme ignorer les promesses technologiques, mais il faut absolument être complètement sur nos gardes pour les gens qui nous disent « Je peux continuer à faire ce que j'ai toujours fait », puisqu'un jour, on pourra reculer le compteur. Voyager beaucoup. Grâce à Hopper. Exactement. Donc, il y a un petit lien à faire ici. Il faut comprendre qu'il y a deux approches pour séquestrer du carbone. Alors, le carbone, il est dans l'atmosphère sous forme de CO2. C'est lui qui est responsable du réchauffement climatique. Plus il y en a, plus on a un problème. Et on peut aller le chercher, donc le capter directement là où il est déjà concentré au maximum, c'est-à-dire à la sortie des cheminées des plus grands pollueurs en termes de gaz à effet de serre de la planète. C'est un peu comme si avez-vous déjà eu, un aquarium à tortues? Non. Non? Si vous en aviez eu, là, vous sauriez une chose. C'est dégueu. Ah ouais, hein? C'est écœurant. Une tortue, ça chie énormément et ça flotte dans l'eau. Et si vous n'avez pas le filtreur qu'il faut pour votre aquarium, ça va être dégueulasse, ça va puer. Et je sais, je l'ai fait. Aviez-vous un bon filtreur? À la deuxième tentative, oui. Mais donc, si on vous voulez, par exemple, filtrer l'océan entier, ça va vous prendre une fichue grosse machine parce que la concentration de déchets dans l'océan est quand même basse. Tandis que si vous allez vous brancher directement sur les égouts, là, ça peut être plus efficace de construire votre machine de filtre. Bon, mais c'est la même chose. Fait une des façons de faire, c'est d'aller capter le carbone directement là où est-ce qu'il est super concentré à la source, aux industries. Et l'autre, qui est celle qui intéresse Deep Sky, c'est plutôt l'image de mon filtreur directement dans la mer, c'est-à-dire d'aller capter le peu de CO2 qui traîne dans l'atmosphère, mais de développer ça à une tellement grande échelle que ça devienne finalement intéressant. Donc, c'est comme si on construisait des filtreurs géants pour notre aquarium géant qui est l'océan et qu'il faut qu'il y en ait partout sur Terre. Si ça fonctionne, ça va devoir, par définition, être magnifié à des dimensions qu'on ne s'imagine pas du tout. Là. Et donc, leur objectif, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est leur mission. Ils vont partout sur Terre, Deep Sky, et ils s'intéressent aux technologies qui se développent et ils les achètent. Et ils vont les tester en Alberta, au nord de Calgary, dès le mois de mars. On va commencer certaines technologies. C'est un petit site quand même qui devrait capter son objectif. C'est 30 000 tonnes de CO2 dans les prochains 10 ans. Ce qui nous est rien. C'est peu, considérant qu'on veut filtrer toute l'atmosphère de la Terre. Mais ils vont tester en particulier 8 technologies, toutes de captation directe dans l'atmosphère et surtout qui ne demanderont pas trop d'électricité. Oui, c'est ça. Parce que c'est que si capter le carbone vous demande de charger vos réseaux électriques au maximum, mais ça ne sera pas une bonne solution. C'est un peu comme la fusion nucléaire. Pour l'instant, la fusion nucléaire, c'est complètement inaccessible. C'est peut-être dans 40, 50 ans, mais ça pourrait régler tous nos problèmes si jamais ça marche. La captation du carbone, pour l'instant, elle coûte trop cher en électricité et elle est peu efficace, mais qui sait si, justement, des recherches comme ça ne pourraient pas changer. Et ça, pourquoi c'était dans les nouvelles? C'est parce qu'ils ont vendu leur premier 10 000 crédit carbone, en fait, l'équivalent de 10 000 tonnes à des grandes compagnies qui croient donc en ce projet. Et donc, sur un marché carbone qui continuerait à se développer, il y a peut-être quelque chose là et c'est une entreprise montréalaise. À suivre, on commence à capter du carbone au mois de mars avec les premières technologies, si tout va bien. J'aime ça, les projets où c'est pas dans 8 ans qu'on va pouvoir avoir une idée.
On va le voir C'est bientôt. pas du pelletage de nuages. Ben, Fred, ça l'est peut-être. On les pèle. Mais là, vous m'amenez sur mon prochain thème. On est toujours en Alberta. Il y a le plus gros projet de captation du carbone d'une petite PME qui s'appelle Alliance Pathways. Connaissez-vous Non, Alliance non. Pathways? C'est un regroupement qui rejoint ensemble les plus grands industriels canadiens du pétrole. Ah, bon, je les connais. Ah, on les connaît. Très présent, aussitôt qu'il y a un forum de discussion Oui, mondiale oui. sur le climat. Ils ont beaucoup de lobbyistes très occupés. Et donc, c'est le plus gros projet de captation du carbone du Canada. Donc, c'est un projet de 16 milliards. Ah oui, OK. OK, donc, on parle d'usines de captation, de réseaux de pipelines qui vont relier ensemble, c'est une vraie caricature, les plus grands pollueurs de la planète pour séquestrer le carbone et l'enfouir sous terre. Et c'est cette deuxième façon de faire. Plutôt que de le capter dans l'atmosphère, on va direct aux cheminées. Ouais, c'est à eux autres, les cheminées. C'est un peu là que je m'en vais. Là, il faut comprendre que ça vise à rendre carboneutre la production de pétrole canadien pour que l'industrie puisse ultimement, se qualifier. Continuer à croître. Ouais, c'est ça. Et donc, est-ce que j'ai besoin de vous rappeler que le problème du pétrole, c'est pas tant quand on l'extrait que quand on le brûle à l'autre bout du monde? Ça veut dire qu'on est en train de construire une technologie dont l'utilité est de permettre à cette industrie de se légitimer et de légitimer sa croissance. En fait, c'est un peu comme si on offrait une pipe à crack compostable. On réfléchissait pas au crack. Oui, et qu'on offrirait à un bébé, un enfant de 4 ans. Ce serait pas tellement gentil. Ce serait pas bon pour l'univers. La pipe est compostable. Ça continue. OK? Alliance Pathways vantait allègrement ses projets justement de captation du carbone et les intégrait dans sa marche annoncée sur son site web vers la carboneutralité. Mais tout ce qui touchait la carboneutralité éventuelle de Alliance Pathways a été retiré de leur site web. Est-ce que vous savez pourquoi? Non. Ben, vous le savez pourquoi, Fred. C'est juste que c'est caché dans votre mémoire. Ouvrez-moi ce petit tiroir. C'est à cause du projet de loi fédéral qui proposait que les compagnies soient à l'avenir contraintes de prouver ce qu'elles avancent. Donc, c'est une loi anti-éco-blanchiment. Fait que la loi marche? Ben, la loi n'est même pas sortie encore, mais juste le fait qu'elle s'en vienne menace. Donc, c'est un marchand d'espoir. Ben, des fois, oui. Mais donc, il faut comprendre, et là, cette technologie-là, développée par Alliance Pathways, avec de l'argent fédéral pour 12 milliards, c'est un projet gigantesque, n'a de sens que si on rate notre coup, finalement, en termes de réduction des gaz à effet de serre en lien avec le pétrole bitumineux. Tant qu'à parler de séquestration, je serais porté à dire, regardez donc ce qui arrive avec Deep Sky. Quand Alliance Pathways arrive pour vous vendre des projets, pour vous convaincre que la production de pétrole va être carboneutre éventuellement, là, ce rêve technologique devrait semer en vous un petit scepticisme. Parlant de rêve, juste un petit mot. Je ne veux pas m'étirer, j'aurais pu faire une chronique juste là-dessus, mais il y en a un rêve qui réémerge, c'est celui du TGV. Oui! Le train à grande vitesse. Notre invité tantôt est venu de Québec. Oui. Alors, en voiture solo. Oui, électrique. Oui, mais bon. Et petite voiture. Il nous a dit qu'il avait tout fait pour trouver une voiture pas trop grosse. Donc, il y en a plus sur le marché. Pourrait le réinviter. Mais donc, sans blague, le TGV. Cette idée d'un train à grande vitesse, évidemment, c'est pas Québec-Montréal, c'est Montréal-Toronto. À chaque fois que j'en ai entendu parler, je me disais, ça, ce serait, en quelque part, ce serait big. Oui. Et donc, j'en ai rêvé. Puis là, j'entends parler de ça, puis je me dis, tiens, transport collectif, quand même, ça pourrait être un investissement intéressant. Et là, Le Devoir a fait un portrait de cette question-là le 23 novembre. Je vous invite à aller le lire. Oui. On parlait de l'attrait du rêve de la grande vitesse et on nous fait un portrait, entre autres, de la Suisse. Et vous rappelez-vous ici qu'on avait déjà parlé avec Pierre-Olivier Pinault de la chaire de l'énergie des HEC, qui nous avait dit, en Suisse, parce qu'un des grands problèmes ici au Québec, là, c'est le camionnage en termes de gaz à effet de serre. Eh bien, en Suisse, si vous avez des containers qui arrivent en Suisse, qui doivent traverser la Suisse en train, la Suisse vous dit, on a un super bon système ferroviaire. Vous allez débarquer votre container de votre camion, vous allez le mettre sur un train et vous le repognez de l'autre bord, parce qu'ici, nous autres, on n'est pas des caves, on ne roule pas en camion, on roule en train. Et donc, le rêve de la grande vitesse nous ferait peut-être passer à côté d'un train juste correct, mais qui couvrirait pour de vrai le Québec. On devrait plutôt investir dans un réseau sobre, un train qui va à 140, 160 km/h, ce serait bête, mais qui va aller à Toronto
vous et moi, là, concrètement, ça ne va pas tant nous servir. Non. Mais aller à Belleuil, aller à Sherbrooke, Ouais. aller à Saint-Gabriel-de-Brandon, aller au Lac-Saint-Jean, aller à Latuc, ça, si on avait un réseau de train, et il n'y a pas de raison, pas de raison, quand on est face à une transition énergétique alléguée, de ne pas voir notre gouvernement se concentrer sur un projet comme ça, le développement du réseau ferroviaire. On attend toujours. Oui. Criquet. Alors, Criquet, parlons criquet. de rêve, c'est de ça que je rêve, moi, sérieusement. Et j'ai parlé à quelqu'un cette semaine qui m'a dit « Hey, ma fille de 16 ans travaille depuis qu'elle a 14 ans. Ouais. Et elle empile du cash. Et tu sais ce qu'elle vient de faire? Puis là, la fierté dans ses yeux. Elle vient de s'acheter une voiture cash, 12 000 $. Pourquoi? Pour l'autonomie. Puis je pensais dans ma tête, puis après ça, la vraie autonomie, un jour, c'est de se rendre compte que tu n'as pas besoin de voiture. Mais c'est possible à Montréal, dans certains endroits de Montréal, puis ailleurs, c'est pas possible. Tout à fait. Et il faut investir là-dedans. TGV, Fred, plus jamais. Plus jamais. Je ne veux plus en entendre parler. Zéro. On retourne dans l'Ouest, en Alberta, parce que là, le secret, là, c'est que je me suis abonné au Globe and Mail. Ah oui? J'écoutais déjà leur podcast de Decibel. Et là, souvent, ces podcasts-là me dirigent vers le journal. Donc, leur technique fonctionne. Ben oui. Ça sert à ça. Moi, je me parle de journal. Oui, non, c'est vrai. Mais vous devez commencer par un podcast, puis ensuite un journal. Eux ont fait l'inverse. Ils ont commencé par le journal. Ouais. Mais Fred, on avait déjà parlé de ce phénomène-là. C'est que le grand paradoxe de l'Alberta, c'est que c'est un temple de l'énergie pétrolière. Oui. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que le projet gigantesque de captation du carbone de Alliance Pathways y est là-bas. Oui. Mais c'est aussi là que le plus grand boom des énergies renouvelables a eu lieu dans les 10 dernières années. Vous en avez glissé un mot il n'y a pas si longtemps. Oui, pourquoi j'en avais glissé un mot? Parce que depuis quelques mois, il y a un moratoire et des lois qui s'empilent qui font que la game n'est plus du tout la même. Et ce qui est arrivé en Alberta, c'est terminé. Ce qui est très intéressant, puis ce qui est soulevé par un journaliste qui s'appelle Jeffrey Jones du Globe and Mail. Il a fait une série d'articles en octobre, en novembre, et il faisait le parallèle entre l'Alberta et IHA, le Texas. Deux juridictions de l'Ouest qui ont comme une image un peu, si on veut, cowboy, libertarien, liberté, live free or die. C'est l'image qu'on a. C'est l'image qu'on a, mais c'est un peu vrai aussi. C'est résolument plus conservateur. Et c'est deux États pétroliers et c'est deux États qui ont été ceux dans lesquels il y a eu les plus grands booms des énergies renouvelables des dernières années. Et donc, ce parallèle-là entre l'Alberta et le Texas est intéressant, surtout si on se rend compte qu'ils ne vont pas du tout dans la même direction. L'Alberta met les freins et le Texas, c'est un peu différent. Et donc, ce que le journaliste Jeffrey Jones nous explique dans cet épisode du Décibel du 13 novembre, c'est que tout ça commence avec Rachel Notley, première ministre du NPD. Oui. Donc, c'est le premier extrait que j'ai pour vous. It's only in the last probably decade or so that the real exponential growth began to happen. And that was when the previous government under NDP Premier Rachel Notley set a goal to reduce and eliminate coal-fired power in Alberta by the end of this decade. By now, they've beat that deadline by many years. So they had to make up the difference with something. Renewables like wind and solar energy have quickly become the least expensive way to generate power among all the different sources. Growth exceeded all expectations up until last year. Donc, tout ça commence avec, encore une fois, tu sais, quand on parle du réseau sanguin financier, il faut l'aider un peu. Puis là, c'est une politique du gouvernement qui dit on va se débarrasser des centrales au charbon. Et ça c'est un... Ça date de la fin de l'autre décennie. C'est ça qu'il disait. En fait, c'est dans la dernière décennie que ça s'est décidé. Ça devait, en fait, on voulait se débarrasser d'ici la fin de la décennie en cours. Et donc, ils ont réussi à éliminer la production d'électricité au charbon. Et là, il y a un manque d'électricité et avec quoi on le comble? Ça s'est fait un peu de soi-même parce que là-bas, on se rappelle, le marché est vraiment dérégulé. C'est simple de construire. Et là, qu'est-ce qui est moins cher? Il y a une demande d'électricité, donc ça va se vendre. Donc, il y a des gens d'affaires qui sont là. Et qu'est-ce qui est disponible et qui est efficace et qui n'est pas cher? C'est du solaire et de l'éolien. Et quand on y pense, comparé à des centrales au charbon, ça, c'était simple, mais on ne peut plus. Mais même du charbon, tu as besoin d'un pipeline de charbon. Il faut que tu aies une ressource. Quand tu construis du solaire, tu as des infrastructures, mais après ça, tu n'as pas d'input, tu n'as pas besoin de rentrer un essence ou du gaz naturel.
tu n'as pas besoin de te connecter à un réseau. Même chose pour l'éolien. Ouais. Et donc, moins cher. Il faut que tu aies assez de soleil ou assez de vent. Bien sûr. Pour que ça vaille Bien la sûr. peine. D'ailleurs, c'est un des problèmes. C'est-à-dire que puisqu'on tombe sur des énergies qui sont intermittentes, ça, vous l'avez entendu 10 000 fois, ben, si jamais la proportion de ces énergies-là dans ta grille électrique devient trop importante, ben là, tu peux être à risque. Et donc, ce qui s'en venait dans les prochains investissements vraiment à grande vitesse en Alberta, c'était les grandes batteries de stockage pour justement pallier, de faire l'équilibrage. Mais donc, ça s'en venait ça aussi, parce que ça répondait à un besoin. On laisse le marché aller et il se comble par lui-même. Et donc, dans ce cas-ci, c'est un système qui fonctionne. C'est-à-dire, il y a une demande d'électricité, il y a des gens d'affaires qui sont là, qui disent « Hey, moi, je vais être en vente d'électricité. » Et il y a des gens, des municipalités qui sont prêtes à faire des ententes pour dire « Fais ça chez nous en échange de redevances. » Et là, il y a tout à coup, il y a des municipalités qui ont de l'argent. Et donc, c'est une roue qui tourne et qui provoque rien de moins qu'un boom. Et voilà. Et donc, l'explosion au Texas s'est faite à peu près de la même façon. C'est-à-dire que tu as la population qui augmente, tu as des nouvelles industries énergivores qui viennent s'installer. On parle de crypto-monnaies, de centres de données. Tout ce qui est intelligence artificielle multiplie par 10 les consommations de ces centres de données-là. La demande en électricité explose. Et comme en Alberta, on se revire de bord. Où sont les gens d'affaires? On est ici, on va vous construire quelque chose, on va vous vendre de l'électricité. Puis là, qu'est-ce qui est le plus simple? Solaire. Solaire. Éolien, même chose. Et il y a des villes au Texas qui ont énormément profité des capitaux. Il y a des stades de football universitaires qui se sont construits grâce à ça. Mais là où c'est différent, c'est qu'au Texas, il n'y a pas eu ce fameux frein qu'on a eu en Alberta. Et là, la question, c'est pourquoi? Pourquoi? On en avait parlé un tout petit peu. Première chose, ce problème de non-fiabilité du réseau électrique. C'est-à-dire, si le développement est explosif puis qu'on perd un peu le contrôle et qu'on compte là-dessus, si jamais un jour il y a une grande panne ou une demande trop élevée et qu'on est dans un moment où il y a peu de production, on risque d'avoir un problème. Ensuite, il y a une menace théorique au moins pour les terres agricoles. C'est-à-dire, si on place trop de ces éoliennes et panneaux solaires sur des terres agricoles, c'est un enjeu. Sauf que ce que j'avais lu là-dessus à l'époque, c'était que dans le fond, c'est un faux débat parce que c'est payant, l'agriculture. Et donc, il n'y a personne qui va dire « j'arrête mon agriculture payante pour mettre des panneaux solaires ». Ça ne vaut pas la peine. Et aussi, cette fameuse idée de pristine location, il ne fallait pas gâcher le paysage autour des Rocheuses. Mais le résultat, c'est que les investissements sont arrêtés complètement. Et là, il y a des villes pour lesquelles il y avait des développements prévus qui ne peuvent plus construire leur usine d'épuration des eaux, des bibliothèques, des projets de ce genre-là, parce qu'il y a beaucoup d'argent. Et là, on nous explique par contre que ça, c'est les raisons officielles nommées par Rachel Notley. Pas Notley, pardon, Daniel Smith, qui est maintenant là. Oui. Mais là, il faut comprendre. Elle est plus à droite que Notley. Tout à fait. Et il y a ces 4 raisons-là que je viens de nommer, mais il y a aussi que c'est une population là-bas, un électorat qui est vraiment pro-énergie fossile et c'est ça qui est fou. Des pétro-masculinistes. Peut-être. Je n'irai pas jusque-là, mais pétro, c'est certain. Des pétros-humains. Et des pétro-voteurs aussi. Donc, tout ce qui ressemble à du pro-pétrole a un certain ascendant là-bas. Et il faut comprendre que tout ce boom autour des énergies renouvelables, dans ces provinces-là, tant le Texas que l'Alberta, il n'y a personne qui est là pour l'écologie. C'est uniquement pour des raisons financières. Donc, c'est encore ce réseau, ce système d'irrigation financière qui fait que ça fonctionne. C'est pas du tout l'éthique ou la morale ou la droiture. C'est juste, hey, il y a une demande, il y a une pièce à faire, let's go. Et les politiques font que ça fonctionne. On est en train de générer de l'énergie propre là-bas, sans aucune volonté écologique. On nous explique qu'il y a peut-être une autre raison, peut-être en Alberta, pour mettre un frein au développement ou en tout cas être moins intéressés. In Alberta, landowners do not own the subsurface rights on their properties. So that means that if a company comes in and wants to drill for oil and gas, they can do so, and the royalties from that production go to the government, fill the government coffers. It's actually a huge part of Alberta's annual revenue. Ah, mais c'est comme ici. Tiens. Le sous-sol n'appartient pas aux particuliers. Non, alors si moi je suis un développeur et que je veux driller chez vous, c'est pas avec toi que je vais dealer, c'est avec ton gouvernement. Et c'est donc, si j'ai des redevances à donner, ça va être
au gouvernement albertain. Pourquoi donc ça freine? C'est parce que ça, c'est une bonne raison de ne pas freiner le développement pétrolier. Ouais. OK? Ouais. Et les ententes qui sont faites oui, pour les éoliens et le solaire. C'est pas dans le sous-sol? Non. Et donc, le gouvernement fait beaucoup, beaucoup moins d'argent, sauf exception, avec ce type de développement-là. Et non seulement ça, c'est parce que ce réseau de production, entre autres de gaz naturel en Alberta, une des choses qui fait, on a parlé des centrales au charbon, mais il y a des centrales au gaz naturel aussi. Ouais. Et là, on est en train de voir un boom qui va répondre à une demande d'une manière différente et qui pourrait peut-être ultimement nuire à la demande en gaz naturel. Et ça va faire baisser mon argent. Et là, ça, c'est une vraie raison de dire je suis pas sûr, les énergies renouvelables, je trouve ça bien... Notre paysage, nos belles terres agricoles. Prenons le temps qu'il faut cette fois-ci pour y penser, alors que si on développe, croyez-moi, un nouveau puits de pétrole, on ne prendra pas 30 secondes pour y penser. Parce que, pourquoi? Pas parce que c'est mieux le pétrole, parce que c'est payant pour le gouvernement albertain. Et donc, ce fameux territoire dérégulé du marché de l'énergie en Alberta est asséché. Si vous écoutez le gouvernement parler, ils vont vous dire non, il y a encore des projets, mais ce journaliste-là nous dit oublie ça, là, c'est des milliards et des milliards de dollars qui sont partis, qui ne viendront plus et ou bien au mieux, qui sont stallés et qui attendent de voir. Je ne peux pas croire qu'ils ne vont pas retomber sur leurs pattes et y aller. Maintenant, au Texas, pourquoi c'est différent? If you compare that to Texas, it's different. The state government doesn't collect royalties from most oil and gas production in Texas. So all of the deals that are done are between the developers and the landowners, and that goes for oil and gas, and it goes for renewables as well. And once again, there's payments that are made in taxes and that to state and federal governments, but it's not the same sort of royalty system that would seem to support fossil fuels. So that explains at least some reason why the government in Texas is agnostic when it comes to how power is generated, at least to a degree. Encore une fois, on s'en sac. Au Texas, on est agnostique par rapport à la source. Mais il disait donc, c'est ça, c'est que les compagnies ne versent pas de redevances au gouvernement du Texas. Bien sûr, il y a des taxes et tout ça, mais les ententes... Pas le même paradigme. Non, les ententes ne sont pas si différentes. On n'est pas dans deux univers d'entente, alors qu'en Alberta, on l'est. Si on drille pour du pétrole, si on creuse, si on fait des forages, on le fait en s'entendant avec le gouvernement, puis lui va être directement payé, alors que si on pose de l'éolien et tout ça, bien là, c'est pas vers nous que ça se passe. Le Texas, c'est le libre marché. Oui, mais moins d'État. En effet, et là, on voit... non, mais ça prouve, on va être de bonne foi, comme c'est peut-être bon des fois. Bien, évidemment que ça peut être bon des fois, mais dans ce cas-ci, ce que tu veux, c'est que les gens comprennent les enjeux écologiques, mais finalement, tu te rends compte que pour qu'un boom des énergies vertes se passe dans deux endroits différents. Tu n'as pas besoin d'explication. Tu n'as pas besoin de... Non, tu as juste besoin que le système financier irrigue les bons endroits. Et donc, que le pancréas fonctionne. Le pancréas financier oriente la circulation vers... Là, je me dis, OK, tout ça commence avec une décision politique. Rachel Notley qui dit, on va... Donc, ça prend aussi quand même fondamentalement de temps en temps une orientation. Elle, j'imagine qu'elle ne le faisait pas parce qu'elle haït le charbon. Elle faisait ça à cause de l'impact du charbon sur les gaz à effet de serre. Mais là, ça me dit à quel point c'est important de s'intéresser aux grandes politiques. Évidemment, quand je parle de mes efforts individuels, que notre chroniqueur soit venu aujourd'hui en voiture électrique ou en train ou en voiture, en réalité, ça ne change absolument rien. Et ce qui est important, c'est ce qui se décide à Québec en ce moment. C'est ça qui compte. Et donc, de mon côté, je deviens un petit peu soucieux quand je me fais ces constatations-là et que je me dis que d'ici quelques mois, on risque au fédéral d'être face à un gouvernement conservateur. Ça risque d'être plus fossile qu'autre chose. C'est l'impression que j'ai. C'est l'impression que j'ai. Et au sud, là, on a un gouvernement qui va s'installer aux États-Unis qui vraiment... il n'y a aucune raison réellement qui aille dans le bon côté en termes du climat. Et donc, je me dis pour terminer que la seule façon peut-être de finalement espérer que quelqu'un, quelque part, et en fait suffisamment de monde comprenne à quel point c'est important de sauver ce qui nous reste de climat, parce qu'on sait qu'on n'atteindra pas les objectifs de 2,5, ça va être beaucoup plus. Mais on peut encore limiter les dommages. Eh bien, il va falloir que ça devienne payant de le faire.
Et ça, quand je pense à ça, je me dis, OK, c'est peut-être possible, mais j'aime pas cette idée-là. Moi, je travaille avec des enfants au quotidien. Ton but, c'est pas qu'ils fassent ce que tu veux, c'est qu'ils comprennent. Et c'est comme un peu l'inverse. Et c'est là-dessus, Fred, que je réalise qu'on ne se reverra peut-être pas avant Noël. C'est vrai. Et considérer cette chronique, Fred, comme mes vœux pour la prochaine année. Merci, Joyeux Noël! Joyeux Noël! Puis on va en profiter dans le temps des fêtes pour s'assurer que notre aquarium soit propre. Oui. Avec un bon filtre. Un gros filtre. Gros filtre. Hey, merci, God! Voilà ce qui conclut ce 12e épisode. Ça a été pas facile, donc on va se quitter en musique pour s'apaiser. Je cherchais une chanson qui résume l'épisode, comme je le fais chaque semaine. Puis finalement, je me suis dit, non, je vais vous proposer quelque chose qui, moi va m'apaiser. C'est une pièce de Cally Malone. Cally Malone, c'est une musicienne que j'aime beaucoup, beaucoup. Elle est compositrice et organiste. Née à Denver en 1994, installée à Stockholm depuis 2012. Moi, je l'ai découverte avec son album The Sacrificial Code, paru en 2019, et particulièrement Living Torch en 2022. Elle, c'est bien simple, là. Elle travaille sur les sonorités de l'orgue, mais à partir de la source. C'est-à-dire qu'on ne joue pas sur la résonance que l'orgue peut avoir. Par exemple, j'ai un album de Keith Jarrett, je pense que c'est du Bach, des fugues de Bach qui jouent à l'orgue, mais dans une cathédrale en Allemagne. Et évidemment, l'enregistrement témoigne de la résonance et toute la place que prend l'orgue. Cally Malone, elle travaille vraiment avec le son à sa source. Alors, vous allez voir, ça change quand même la façon qu'on perçoit l'orgue. Et là, je vais vous présenter, je pense que Méville vient de claquer la porte. C'est pour ça qu'il faut que je termine cet épisode. Pour pas que moi-même je sois bris de service. Donc, c'est une pièce tirée de All Life Long. C'est son dernier album, paru en 2024. C'est la pièce Retrograde Canon. Et ça résume pas mal, je trouve, l'état du monde qui recule et qui nous fait entendre le son des canons. Et voilà, bon épisode tout le monde. Moi, je m'en vais m'occuper d'un petit garçon.